Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Ce matin, c'est le retour de l'instant philo. Didier Guillaumet nous parle de l'intrigante beauté. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, continue d'analyser l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint. Quant à Annie Drogou, elle s'entretient avec Karine, biologiste et slameuse. L'instant philo. L'expérience de la beauté. L'expérience que nous faisons de la beauté est intrigante. D'un côté, c'est une expérience somme toute banale. Qui n'a jamais ressenti cette émotion qui lui fait déclarer de façon solennelle « Qu'est-ce que c'est beau ?» Cela peut arriver devant un paysage, un visage, une peinture, un film, en écoutant une cantate de Bach ou bien le chant d'un oiseau. Et la beauté est perçue dans le monde ordinaire par les deux sens principaux que nous mobilisons, la vue et l'ouïe. Mais, d'un autre côté, la beauté rend manifeste l'existence de quelque chose de tout à fait extraordinaire, bien différent de tout ce que nos cinq sens nous présentent. L'expérience de la beauté comprend en effet le plus souvent un moment de sidération, comme si un éclat d'absolu entrait subitement dans notre quotidien. Pour Platon, ce caractère paradoxal de la beauté tient à sa nature même. Illustre représentant d'idéalisme philosophique, Platon estime que la réalité est constituée d'idées que notre intelligence pure peut saisir. Notre perception habituelle du monde est censée, selon lui, nous égarer, car elle ne nous propose que de pâles et périssables copies des idées éternelles. Parmi ces dernières, les trois grandes idées sont celles du beau, du vrai et du bien. Toutefois, pour Platon, il existe une différence de statut entre ces trois idées et celle de la beauté se singularise à bien des égards. Le vrai, on le sait, demande souvent bien des efforts et des raisonnements pour être établi. La vérité, loin d'être une évidence spontanée, est le résultat de tout un cheminement. Le bien, quant à lui, ne se voit pas clairement sur les visages, ni dans les attitudes et les actions. Même l'idée de notre bien propre ne nous apparaît souvent que lorsque l'expérience a permis de sortir de toutes les fausses pistes et impasses que nous avons explorées. Pour notre philosophe athénien, la beauté a, elle, ce privilège, qui peut passer aussi pour une sorte de sortilège, d'être la manifestation la plus immédiatement perceptible du monde idéal, ici-bas. La seule idée éternelle qui est directement sensible est en effet celle du beau. La beauté constitue ainsi une exception remarquable dans la conception idéaliste du fondateur de l'Académie, car elle est l'apparition sur Terre de ce qu'il y a de meilleur et d'impérissable dans le monde des idées. C'est pourquoi, pour Platon, il ne faut jamais se moquer ni sous-estimer une personne qui s'extasie devant une manifestation de la beauté. Il y a toujours de la profondeur dans cette attitude. Un esthète ne peut jamais être totalement mauvais. On parle parfois de beauté à couper le souffle. En tout cas, la beauté nous enthousiasme et nous inspire. Platon en fait l'objet général de toute passion. L'amour est pour lui toujours désir de beauté, et même désir d'engendrer dans le beau. La beauté nous chamboule, peut nous faire tourner la tête, nous bouleverse, tout comme le fait l'amour quand il s'empare de nous corps et âme. Stendhal disait souffrir à Florence de vertige lié à la puissance des chefs-d'œuvre qu'il contemplait dans cette cité de Toscane, qui abrite dans ses murs des beautés picturales, dont les auteurs sont Raphaël, Léonard de Vinci, Masaccio, Botticelli, Le Caravage, Michel-Ange, Bronzino. La beauté est promesse de bonheur, notait également Stendhal, pour qui le beau prépare également et rend possible une existence accomplie. C'est dire l'aspect mixte de cette expérience du beau qui est à la fois physique et en un sens métaphysique, c'est-à-dire qui renvoie au concret de la sensibilité et nous élève dans un au-delà magnifié du monde. Kant disait, dans une formule si mystérieuse qu'elle en devient presque poétique, « Le beau
est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle est perçue sans représentation d'une fin. Phrase énigmatique. Mais on peut faire l'hypothèse qu'il disait cela pour souligner qu'il y a dans la beauté un élan, mais sans but ou intérêt précis. La beauté serait ainsi un mouvement de passion désintéressé, sans les affres du désir, ni la visée d'un objet. Ce serait un mouvement qui, loin de nous déchirer et nous tourmenter, serait source d'un plaisir qui nous réconcilierait avec le meilleur de nous-mêmes. Les objections aux analyses de Platon ainsi qu'à toute interprétation idéaliste de la beauté ne manquent pas. Pour Nietzsche et Freud, la vision idéaliste de la beauté parle plus du ressentiment à l'égard de l'existence humaine que du sentiment lui-même du beau. La beauté du monde idéal serait alors surtout un prétexte pour dénoncer et compenser la supposée laideur de notre monde. Dans une autre optique, le philosophe Bergson voit dans l'expérience esthétique une meilleure perception de la réalité elle-même, et non la description d'un autre monde idéal qu'on aurait perdu ou qu'on chercherait à atteindre. Il note « L'artiste a toujours passé pour un idéaliste. On entend par là qu'il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C'est, au sens propre, un distrait. Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses ? On ne le comprendrait pas si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs de nous-mêmes n'était pas qu'une vision que notre besoin d'agir et de vivre nous a amenés à rétrécir et à vider. Pour Bergson, en effet, les nécessités de l'action tendent à limiter le champ de notre vision. L'expérience du beau est ainsi un moment d'élargissement de notre perception. La beauté n'indique pas donc la présence d'un monde meilleur que le nôtre, mais elle est le fruit d'un meilleur regard porté sur la riche réalité de notre monde. Quelle que soit la doctrine à laquelle on adhère, on s'accorde au moins sur un point. L'expérience de la beauté est d'une grande force. La beauté est toujours perçue comme une expérience riche, censée nous placer devant une réalité plus intense. Mais, curieusement, cette description fait contraste avec les considérations habituelles sur cette catégorie esthétique. La beauté, qui fait si forte et noble impression sur notre sensibilité, est souvent saisie de manière plate par notre intelligence, qui peine à lui donner la place et la valeur qu'elle semble mériter. En effet, il est courant d'insister sur la relativité de la beauté, comme si cette réalité si riche de sens pouvait se diluer dans la logique banale des goûts et des petites appréciations personnelles. On croit souvent que cette rencontre avec le beau, pourtant si commune et frappante, dépend des goûts, de sa culture, de son humeur, bref, cette grande expérience se réduirait à notre petite subjectivité.
Comment expliquer cet écart entre cette bouleversante expérience du beau et la conception assez plate qu'on s'en fait? D'abord par le relativisme culturel. On sait que les goûts esthétiques sont liés en partie au type de culture, à l'éducation, à notre parcours personnel et à la période historique où l'on se situe. Il faut assurément tenir compte de cet aspect, rester ouvert face à la diversité des manifestations du beau. Toutefois, ce relativisme culturel n'empêche pas qu'il y a des œuvres qui traversent les siècles et les cultures et sont reconnues comme ayant une grande valeur esthétique partout. Je parle des classiques, comme les Mille et une nuits, l'Iliade ou les œuvres de Mozart. Si on croit que le sentiment du beau est relatif, c'est aussi, selon Kant, parce qu'on le confond avec la sensation de l'agréable. Kant écrit « Lorsqu'il s'agit de ce qui est agréable, chacun consent à ce que son jugement, qui fonde sur un sentiment personnel, et en fonction duquel il affirme qu'un objet lui plaît, soit restreint à sa seule personne. Le principe, à chacun son goût, est valable pour ce qui est agréable. Kant, on le voit, rejoint ainsi l'adage populaire « les goûts et les couleurs ne se discutent pas ». Mais il précise « il en va tout autrement du beau. Il serait tout juste à l'inverse ridicule que quelqu'un s'imaginant avoir du goût en ce domaine songe en faire preuve en déclarant « cet objet est beau pour moi ». Car, lorsqu'il dit qu'une chose est belle, il attribue aux autres la même satisfaction. Il ne juge pas seulement pour lui, mais pour autrui, et parle alors de la beauté comme si elle était une propriété des choses. Et ainsi, on ne peut pas dire ici à chacun son goût, car cela reviendrait à dire il n'existe pas de jugement esthétique qui pourrait légitimement prétendre à l'assentiment de tous. Kant en déduit la définition suivante. Est beau ce qui plaît universellement sans concept. Pourquoi sans concept? Parce que toutes les explications intellectuelles pour justifier un jugement esthétique sont inadaptées. Le beau est saisi par la sensibilité et non par la raison théorique. Si on pense que le beau est relatif, c'est aussi parce qu'on croit que seule la vérité prouvée scientifiquement peut avoir une validité universelle. Pour Kant, toutefois, un sentiment éprouvé, esthétiquement, peut aussi plaire universellement et s'imposer à toute sensibilité ayant cultivé à minima son goût. Rappelons qu'est universel ce qui vaut de droit partout et toujours. Mais une chose est l'universalité, autre chose l'unanimité. Que la Terre soit ronde et tourne autour du Soleil est une vérité universelle, mais qui n'a pas toujours été acceptée de fait par tout le monde. Et il y a encore des platistes. Encore une fois, l'exemple des classiques qui traversent les siècles et les cultures semble donner raison à cette critique de la relativité du beau dans le domaine esthétique, ainsi qu'à l'affirmation de la valeur universelle du beau, même si l'unanimité n'est pas toujours au rendez-vous. Estimer à cet égard que cette théorie des classiques serait une façon pour la classe ou la civilisation dominante d'imposer ses vues semble un peu court. Il a toujours existé un art officiel, des peintres dits pompiers, aux artistes contemporains promus artificiellement par des galéristes qui spéculent. Mais le temps fait souvent le tri, et il arrive que des artistes, d'abord maudits, trop populaires, appartenant à une culture moins mise en valeur, finissent heureusement par être reconnus. S'il ne faut pas minimiser l'efficacité de la promotion de certains goûts esthétiques pour des raisons idéologiques ou économiques, il semble raisonnable de ne pas leur accorder une toute puissance. Enfin, pour conclure, la beauté est, il faut le noter, une des catégories esthétiques parmi d'autres. Kant parle aussi du sublime, et des tragiques grecs aux œuvres de Francis Bacon ou de Picasso, en passant par les comédies de Molière, il y a toute une lignée d'artistes qui ne cherchent pas à faire naître le sentiment du beau. Au demeurant, comme toute expérience esthétique, la beauté nous fait comprendre que nous pouvons rencontrer les autres humains et nous entendre avec eux, pas seulement en reconnaissant le vrai, grâce à la science, ou en ayant un sentiment partagé du bien, en morale, mais aussi directement par la sensibilité. Toutefois, avec la beauté, c'est la communion la plus paisible et la plus réconfortante avec le reste de l'humanité qui est proposée, celle qui passe par la complicité immédiate et harmonieuse des âmes sensibles. La beauté a donc la particularité de faire résonner en nous la corde sensible d'un cosmos ordonné et idéal, et de proposer ce dont nous avons souvent besoin, une esthétique de la sérénité et de la paix.
minutes, chronique. Jean-Philippe Toussaint, 4e épisode. La vérité sur Marie. Au cours des 4 saisons de Marie, Faire l'amour avait pour sous-titre Hiver. Fuir, le 2e volet, avait pour sous-titre Été. Aujourd'hui, nous abordons les 2 derniers volumes, La vérité sur Marie et Nue, où s'entremêlent Printemps-été, Automne-hiver. L'escapade en Chine de fuir était le récit du voyage que le narrateur avait fait loin de Marie avant de la retrouver en été. C'était pendant l'hiver qui suivait que les 2 amants se quittaient au cours d'un dernier voyage à Tokyo. C'est ainsi que dans La vérité sur Marie, dont je parlerai aujourd'hui, nous apprenons que le narrateur et Marie ne vivent plus ensemble et ne se voient plus depuis 4 mois. Nous sommes au début du printemps. Mais un événement dramatique va réunir pour un moment les 2 personnages. Nous ne pouvions évidemment pas imaginer, en début de soirée, ni plus tard, ni à aucun moment, c'était tout simplement inimaginable que nous nous verrions cette nuit-là, qu'avant le lever du jour nous serions ensemble, et même que nous nous étreindrions brièvement dans le couloir sombre et bouleversé de notre appartement. Je n'avais d'abord rien compris quand Marie m'avait appelé au téléphone en pleine nuit. La pluie tombait à verse par la fenêtre ouverte, l'orage grondait, et j'entendais les sonneries du téléphone qui résonnaient dans l'obscurité du petit 2 pièces où j'avais emménagé quelques mois plus tôt. Marie, agitée, confuse, implorante, qui m'appelait à l'aide, me demandant de la rejoindre tout de suite, mais ne m'expliquant pas pourquoi. « Viens, me disait-elle d'une voix précipitée, viens tout de suite, dépêche-toi, c'est urgent !» me sommant, me suppliant de la rejoindre immédiatement, rue de Lavrière. La première partie du roman se lit comme la suite de Faire l'amour. Marie appelle le narrateur parce qu'un certain Jean-Christophe de G a fait un malaise chez elle pendant la nuit. Elle attend les secours, elle a besoin d'un soutien. Il était moins de 2 heures du matin, je le sais, j'ai regardé l'heure quand le téléphone a sonné. Mais je préfère rester prudent quant à la chronologie exacte des événements de la nuit, car il s'agit quand même du destin d'un homme ou de sa mort. On ne saurait pendant longtemps s'il survivrait ou non. Je n'ai même jamais très bien su son nom, un nom à particules, Jean-Christophe de G. Marie était rentrée avec lui dans l'appartement de la rue de Lavrière après le dîner. C'était la première fois qu'ils passaient la nuit ensemble à Paris. Ils s'étaient rencontrés à Tokyo en janvier, lors du vernissage de l'exposition de Marie au Contemporary Art Space de Shinagawa. Le déroulement d'une nuit oppressante et de son issue au petit matin constitue la première partie du livre. La deuxième partie s'affranchit de la réalité et constitue un roman dans le roman. Parce que cette fois, le narrateur est absent des faits qu'il raconte. Il y recrée les circonstances de la rencontre de Marie avec Jean-Christophe de G et de leur retour mouvementé en avion de Tokyo jusqu'à Paris pendant l'hiver précédent. La vérité sur Marie est donc une suite de Faire l'amour, dans une autre dimension que celle des souvenirs à la première personne. Cependant, dans cette construction romanesque, imaginer les événements que Marie aurait vécus ne peut pas être totalement en dehors de la réalité. Et c'est même tout l'enjeu de l'écriture, prétexte à être témoin de la vie de Marie sans y avoir été présent. Recréer Marie, vivre et vibrer auprès de Marie, sans y être invité. Pour plusieurs raisons que l'on peut aisément comprendre, Marie n'avait pas souhaité me parler davantage de Jean-Christophe de G dans les jours qui suivirent. Elle était encore choquée, elle restait réticente à aborder les questions qui le concernaient, mais quelques confidences involontaires lui avaient néanmoins échappé lors d'un dîner que nous fîmes au début de l'été avant son départ pour l'île d'Elbe. Des confessions plus intimes qu'elle regretta par la suite de m'avoir faites, des indiscrétions sur leurs relations privées, dont je m'étais immédiatement emparée pour les poursuivre en imagination. Parfois à partir d'un simple détail que Marie m'avait confié, qui lui avait échappé ou que j'avais surpris, je me laissais aller à échafauder des développements complets, déformant à l'occasion les faits, les transformant ou les exagérant, voire
les dramatisant. Marie, encore une fois, est au cœur de l'écriture. Peu importe l'autre personnage, ce Jean-Christophe de G qui n'apparaît que comme un mannequin désincarné. Le long épisode inséré dans les pages de La Vérité sur Marie, ce roman dans le roman, permet au narrateur de se représenter Marie, voir Marie, et il en possède toutes les données. Je me trompais peut-être parfois sur Jean-Christophe de G, mais jamais je ne me trompais sur Marie. Je savais en toutes circonstances comment Marie se comportait, je savais comment Marie réagissait, je connaissais Marie d'instinct, j'avais d'elle une connaissance infuse, un savoir inné, l'intelligence absolue. Je savais la vérité sur Marie. Le dernier volet de l'ensemble MMMM, consacré à Marie, s'intitule « Nu ». Le narrateur fait de nouveau un retour sur ce qui s'est passé à Tokyo, mais cette fois avant son départ pendant l'hiver de la séparation. Il y dévoile des faits inconnus qui font suite à faire l'amour, mais aussi à fuir et à tout sur Marie. Une intrigue qui correspond à 2 ans d'une relation amoureuse où l'auteur emmène son lecteur dans un labyrinthe temporel où présent et passé, réel ou imaginé s'entremêlent, où le temps romanesque compose une sorte de jeu de construction, où un amour têtu et déchiré tente d'en raccorder les morceaux, jusqu'en automne. « Je t'aime, Marie, lui dis-je, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ne m'entendis même pas le dire. Peut-être n'avais-je pas ouvert la bouche, peut-être l'avais-je seulement pensé, mais je l'avais pensé. Mon ange, je t'ai haï, je t'ai laissé aimer l'autre que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange, je t'ai trahi, tant de nuits habitées, que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi, des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Mon ange, je t'ai puni, à tant me sacrifier, icône idolâtrée, immondice à la nuit. Mon ange, je t'ai haï, je t'ai laissé tuer nos jeunesses débauchées, le reste de nos vies. Si loin de moi, si loin de moi,
Il n'y aura pas de conclusion à ces 30 minutes consacrées à l'ensemble Marie, Madeleine, Marguerite de Montalt. Et je veux préciser qu'il n'a été abordé ici que le 100e de ce qui le constitue. C'est au lecteur d'apprécier l'œuvre. Je vous retrouve le 20 novembre dans Viva Culture sur Westrack Radio. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Karine qui est biologiste et poète. Pouvez-vous vous donner votre parcours s'il vous plaît? Bonjour Annie, merci. Je suis contente d'être avec vous. Merci. Donc effectivement, moi je suis en premier lieu, je suis biologiste et du coup je suis scientifique, poète depuis peu en fait. Enfin, reconnue comme telle depuis peu. Étant adolescente, vous écriviez déjà? J'écrivais un petit peu, oui, en tant qu'adolescente, tout à fait. Mais en fait, moi j'étais tout de suite scientifique, j'ai passé un bac C un peu à l'arrache dans les années 80, et puis comme j'étais pas très bonne, pas assez bonne pour faire un BTS à cette époque-là, j'ai dû aller à la fac, j'ai fait pharmacie, et puis là j'ai cartonné, et puis après 10 ans d'études scientifiques, qui étaient absolument fantastiques, parce que c'était... Alors les études, c'était bien, mais alors la vie étudiante, moi j'ai adoré. C'était le top. C'était le top. Donc j'ai fini par être obligée d'aller travailler, donc j'ai travaillé en tant que biologiste avec une spécialité de microbiologiste. Donc je suis passionnée par toutes les sortes de vie, la vie humaine, mais surtout les autres en fait, les autres sortes de vie, et principalement le monde bactérien, qui est un monde tout à fait passionnant. Donc pour l'instant je suis aussi très investie dans la vie médicale associative du Havre. Vos activités? Alors, mes activités, en dehors du fait de vos activités de biologiste. Oui, alors, j'ai une activité qui me prend pas mal de temps. Je suis directrice en chef du journal lesteto.fr. En fait, c'est le journal de toutes les informations médicales du Havre. Alors, ça me prend un peu de temps, mais à côté de ça, j'ai les poèmes, le slam, je fais des bijoux, et puis... Vous peignez aussi? Ah oui, c'est vrai, oui, je peins aussi. Vous avez un amour des coquillages? Alors, oui, je suis complètement subjuguée par les coquillages. En fait, ça tombe bien. Alors, au niveau de la plage du Havre, on est assez pauvre en coquillages, faut dire. Mais alors, les coquillages, je les sublime en les mettant sous résine. Et c'est pas facile c'est pas facile comment dire de présenter un coquillage. Voilà, de présenter les coquillages. Mais en fait, c'est des choses absolument fabuleuses, une vie particulière. Et du coup, moi, je les mets sous résine et j'en fais des bijoux. Voilà. À quel profit? Alors, tous ces bijoux... ils sont au profit, je les vends après, mais en milieu associatif, au profit de la causerie. Parce que la causerie, c'est l'endroit où va avoir lieu, et c'est par la causerie avec Clotilde, bien sûr, qu'on va mettre en place le festival de slam au mois de mars. Un festival national? Régional? Oui, alors voilà, c'est entre les deux parce que il va y avoir des équipes et il va y avoir des équipes qui vont venir pour compétiter sur des poésies. Alors il y a Amiens, Granville, Le Havre, voilà, il y a plusieurs équipes. Donc impro, théâtre, peinture, bijoux, vous êtes
Vous avez un grand panel. Avez-vous des projets? Alors, un des grands projets qu'on a, c'est de monter justement le festival Slam Cause pendant le Printemps des Poètes l'année prochaine. Et vous êtes combien sur ce projet? Alors, il y a Clotilde, et puis on est un petit collectif de slammeurs. Il y a Erico, il y a Mathieu, Brice, Fatih, enfin, tous les gens. La fine fleur du Havre. Voilà, Fabrebelle. Et vous avez aussi l'envie, le projet de faire un CD. Ah oui, alors avec Erigo et Brice, on a monté un spectacle qui s'appelle Slameton, qui est en fait où on dit nos slams sur de la musique, et c'est Jean-Pierre Laëli qui nous a mis en musique nos textes. Et en fait, ça fait un spectacle qu'on a produit dans plusieurs lieux. Et en fait, on aimerait bien produire un CD de tous ces textes en musique. Je suis acheteuse. Avez-vous un rêve? Un rêve, oui, un de mes rêves, en fait, ce serait de monter une maison d'hôtes pour tous les slammeurs, pour tous les artistes, pour tous les voyageurs, en fait, qui passent au Havre. Et ce serait juste en échange d'échanges, justement, de discussions. Parce que, en fait, tous ces gens, ils ont tous des tas de trucs à dire, c'est passionnant, ils ont des vies étonnantes, et je trouve que c'est très intéressant à entendre. Et du coup, voilà, j'aimerais bien qu'ils s'arrêtent chez moi, et puis pouvoir les recevoir, leur faire découvrir le Havre aussi, parce que c'est quand même une ville fabuleuse. Hein. Et un autre rêve? Ah, alors là, c'est mon rêve ultime, ça c'est autre chose. Ça serait de parcourir la France avec mon vélo et mon mari de 30 ans d'ailleurs aussi, hein, mon compagnon. Et j'adorerais aller de festival en scène slam et de rencontrer des gens et d'interpréter mes textes sur les musiques que mon mari composerait aussi, puisque il est musicien aussi. Votre place dans la culture? Alors ma place dans la culture, alors il y a la culture, je pense que je suis une créatrice parce que par mes textes, par mes bijoux, par ma peinture. Mais ce que j'adore faire aussi, c'est rendre la culture accessible. Et là, je vais parler principalement de la culture scientifique, parce que la culture, c'est pas que la culture artistique. Je pense que la culture scientifique, elle n'est pas assez mise en valeur en France. Et il y a un manque très important en fait d'accès à la culture scientifique. Quoi qu'on en dise, hein, parce que c'est pas parce qu'on a accès sur Internet à des tas de choses qu'on a les bases en fait. Et ça, moi j'adore faire des conférences et par mon journal justement, le Stéto, j'essaye d'amener cette culture-là en fait. Vous faites la vulgarisation scientifique. Oui. Vous avez un pied dans la culture scientifique, un pied dans la culture... Un peu, oui. C'est un grand écart. C'est un grand écart. Votre définition de la culture? En fait, j'ai pas de définition de la culture, parce que pour moi, il y en a pas. C'est ce que les gens savent. Elle est partout, la culture, en fait. C'est quelque chose d'ubiquitaire. Chacun a sa propre culture, sait certaines choses et les ressent d'une certaine façon. Pour moi, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire un slam avant de terminer? Ça me ferait beaucoup plaisir. Ah bah oui, avec plaisir. Je veux bien vous partager un texte. Il joue dans des garages? Il joue dans des garages. Je voudrais être sa guitare. Quand je vois comme il la regarde, quand je vois comme il la tient, je voudrais être sa guitare, là, juste sous ses mains. Toujours le même décor. Un tapis sous l'ampli, tout râpé, tout moisi, des kilomètres de fil comme des vers immobiles, des nœuds inextricables, des jacks au bout des câbles. Derrière, il y a la batterie, les cymbales assourdies, la grosse caisse bien remplie pour atténuer le bruit. Il joue dans des garages. Moi, j'aime pas les garages. C'est des endroits sinistres si t'as pas le même registre. Il passe des heures là-bas à régler la sono, à accorder la basse, à rajouter le piano. Des heures où je suis plus là, où il est loin de moi, où je n'existe pas. Et puis il y a les concerts dans les petits bars à bière. Je déteste les concerts. Quand je le vois faire le fier, quand il chante au micro, je regarde autour de moi. Je veux pas que les filles le voient. Je veux qu'il soit que pour moi. Je regarde sa guitare, je regarde comme il la tient, comme il promène ses doigts, comme elle lui répond bien. Pour moi, c'est la débâcle. Ils sont là tous les deux, à s'offrir en spectacle. Et moi, je ne suis plus rien. Il joue dans des garages. Je voudrais être sa guitare. Quand je vois comme il la regarde, quand je vois comme il la tient, je voudrais être sa guitare, là, juste sous ses mains. Je vous remercie, c'est magnifique. Est-ce que vous avez une adresse où on peut vous joindre? En fait, je suis sur Facebook, c'est Karine Brocard. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie, ça a vraiment été un plaisir et je vous dis à bientôt. Merci Annie, et oui, à bientôt. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez une causerie lecture par Yolande Simon autour de l'œuvre d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022. C'est le mercredi 9 novembre à 18h30, fabrique Pierre Hamé. Son adresse est 16 allée Pierre Hamé, 76 620 Le Havre. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de rechercher nos journaux, les numéros 28. Et évidemment, rejoignez-nous, adhérez, réadhérez. À bientôt.